Alors, entropie, il nous restait à voir la partie que j'avais laissée en plan, c'était le magnifique développement limité. Donc, développement limité, essayez d'agrandir pour voir un peu clair. Donc, je vous rappelle, sur cet exercice, on avait exprimé l'entropie créée par la transformation, et il s'agissait de vérifier que cette entropie créée, qui est ici, est effectivement positive. Voilà. Et ça s'affiche, c'est miraculeux. Donc, vous aviez quelques outils qui étaient rappelés dans l'exercice avec les formules magiques du développement limité, ln de 1 plus epsilon et 1 plus epsilon puissance alpha, puissance moins 1 ici. Donc, on voit comment l'appliquer à cet exercice. Déjà, il faut faire apparaître le epsilon. Donc, epsilon ici, vous l'avez dans l'expression de la température. La température Ts, c'est T0 facteur de 1 plus epsilon. Autrement dit, ça veut dire que c'est un petit chouïa différent de T0. Le petit chouïa est en epsilon ici. L'intérêt de faire apparaître cet epsilon, c'est qu'il n'a pas de dimension. Donc, on ne va pas faire apparaître un écart de température pour les développements limités, mais plutôt un terme sans dimension. Donc, la température de la source, c'est T0 fois 1 plus un petit chouïa. Donc, vous avez ici sur le corrigé les développements limités à l'ordre 1 et à l'ordre 2. Donc, il y a deux termes à développer. Il y a le terme en ln. Donc, on peut le mettre ln de ts sur t0, c'est directement ln de 1 plus epsilon. Donc, à l'ordre 1, c'est epsilon tout court. Et à l'ordre 2, c'est epsilon moins epsilon 2 sur 2. Pour le terme à côté, donc t0, t0 moins ts sur ts, on peut le faire apparaître, enfin on peut le mettre sous la forme 1 sur 1 plus epsilon. Enfin, on commence par T0 sur Ts qui est égal à 1 sur 1 plus epsilon. Et vous avez ici les deux développements limités à l'ordre 1 ou à l'ordre 2. Si on reporte tout ça dans l'expression de l'entropie créée, à l'ordre 1, l'entropie créée, ça fait 0. Ce que ça veut dire quand un développement limité vous donne une valeur qui n'est pas bonne, ça veut dire qu'on y allait un peu trop fort sur les approximations et que ce développement ne suffit pas à conclure. Donc, si on avait pu conclure sur le développement d'ordre 1, on se serait arrêté là. Ici, pas de conclusion à l'ordre 1, donc on va aller un cran plus loin à l'ordre 2, ce qui est relativement rare en physique. Souvent, on s'arrête à l'ordre 1. Mais quand il faut, il faut. Donc à l'ordre 2, je remplace chaque morceau par le développement limité d'ordre 2. Et donc S créé, je le mets sur un polynôme, je le mets sous forme d'un polynôme du deuxième degré. Et sur ce polynôme, on va avoir ici un terme qui est visiblement positif, puisque c'est masse fois C fois epsilon carré sur 2. Donc ici, on montre que c'est strictement positif dès que epsilon est strictement différent de 0. Voilà. Ça n'a aucun impact sur la question suivante. Donc le cinquièmement, c'est juste une application numérique à partir des questions précédentes. Donc il faut juste identifier ce qui joue le rôle du fer, du lac, etc. Donc c'était pour un corps en contact avec un thermostat. Quand on met un morceau de fer en contact avec un lac, le lac, c'est lui qui fait le rôle de source thermique. Donc le lac a une température T2, c'est ce qui s'appelait TS, température de la source précédemment. Et le morceau de fer, qui est initialement à la température T1, c'est ce qui jouait le rôle de T0. Là, il s'agit juste de faire un petit jeu sur des changements de notation, des adaptations de notation. Tout est fourni et on peut faire des applications numériques des formules précédentes avec les bonnes valeurs de T0, TS et M. Bon, sur les applications numériques, il n'y a pas lieu d'y avoir des problèmes. C'est plutôt sur le développement limité que ça peut coincer. Bon, écoutez, vous regardez ça, tête reposée, et dans tous les cas, c'est jamais la première question d'un exercice. Donc, si vous avez l'occasion, vous le faites. Et les développements limités, pour résumer, il faut se rappeler que c'est pour simplifier les choses et jamais pour les compliquer. C'est-à-dire qu'on va mettre les fonctions bizarroïdes sous forme de polynômes, du premier degré si c'est un DL1, du deuxième degré si c'est du DL2. En physique, on ne va jamais au-delà du développement limité d'ordre 2. En tout cas, pas à ma connaissance. Des questions là-dessus? Dites donc, ça fonctionne super bien. Alors, exercice suivant.
Donc cette fois-ci, il faut regarder un changement d'état et vous avez un récipient qui contient 1 kg d'eau liquide. Dedans, on rajoute un bloc de glace et la température initiale de la glace, c'est, on peut remarquer, la température de fusion de la glace. Si vous regardez la température, l'eau liquide est à 10 degrés, mais la glace est au départ à 0 degrés Celsius. Donc il faut le remarquer puisque c'est pile la température du changement d'état. On choisit comme système l'ensemble eau liquide plus glace et ça va évoluer de façon spontanée. Et il faut déjà donner la composition du système à l'état final. Ça fait plutôt appel au cours sur les changements d'état et sur le cours sur le deuxième principe. Donc la première question n'a aucun rapport avec l'entropie, mais c'est l'occasion de s'entraîner sur les changements d'état. En effet, on peut se dire, à l'arrivée, on a quoi? Deux possibilités. Soit toute la glace a fondu, et dans ce cas-là, on aura le premier cas uniquement du liquide, soit il va rester de la glace, toute la glace n'aura pas fondu. Et donc on aura dans le deuxième cas un mélange eau liquide plus eau solide. Qu'est-ce qui reste à déterminer dans chaque cas? Dans le cas numéro 1, si on suppose que tout a fondu, il faudra déterminer la température finale du système. En revanche, on connaît sa composition. Ce sera de l'eau liquide, point. Dans le cas numéro 2, c'est l'inverse. On connaît la température finale du système, c'est-à-dire la température de fusion, 0 degré. Et ce qui restera à déterminer, c'est la quantité de glace qui a fondu. Donc la répartition entre le solide et le liquide. Alors, ces deux cas, on peut prévoir à l'avance en regardant les valeurs numériques quel va être le bon. On se dit quand même raisonnablement, vous avez déjà vu des glaçons, vous dites si on met un glaçon de 500 grammes dans 1 kg d'eau, donc dans 1 litre d'eau liquide, qui n'est pas hyper chaude quand même, a priori, au flair, on peut supposer qu'on sera plutôt dans le deuxième cas. Ceci dit, pour l'exercice, j'ai traité les deux cas justement pour vous montrer, en cas de mauvaise hypothèse, à quel moment on s'aperçoit que ça coince. Donc si on est dans le premier cas, on a dit que l'inconnu, c'était la température finale. Toutefois, il faut que la température finale elle soit bien supérieure à la température de fusion. Sinon, c'est un peu incompatible avec l'hypothèse tout a fondu. Donc, j'ai quand même développé le premier cas. Et c'est intéressant de voir comment on le traite. On y va. Donc, hypothèse 1, tout a fondu. À partir de là, c'est la méthode habituelle, c'est-à-dire vous décomposez votre système en plusieurs morceaux. Donc ici, on va avoir la masse grand M et la masse petit m. Attention à chacun des termes. Pour la masse grand M, c'est de l'eau qui est liquide au départ, qui reste liquide à l'arrivée. Donc il n'y a pas de changement d'état, il y a uniquement un terme de changement de température. Ça, c'est pour la masse grand M, ce qui était au départ de l'eau liquide. Pour ce qui était au départ de la glace, attention, il lui est arrivé non pas une chose, mais deux choses à la glace. Elle a fondu et changé d'état. Non, pardon, ça fait deux fois la même chose. Je récapitule. Elle a fondu et changé de... Dites-moi ce qui manque. Remarquez, vous n'avez pas à me dire ce qui manque, c'est marqué en toutes lettres dans le corrigé que j'ai extrêmement bien fait. Elle a fondu et changé de température. Du coup, on va avoir le terme de fusion. Si vous mettez temps tout court, on ne sait pas trop ce que c'est, parce que temps et température. Donc, on a un terme de changement d'état, de fusion, et un terme de changement de température, qu'on traite séparément. Oui, c'est ça. On a le droit de traiter séparément parce que l'énergie interne, c'est additif. Non, ça, on s'en fiche d'ailleurs. Non, l'énergie interne, la variation d'énergie interne ne dépend pas du chemin suivi, ça dépend uniquement de l'état de départ et de l'état d'arrivée. Et du coup, on peut décomposer la transformation en fusion, puis changement de température. Alors, j'ai dit qu'on se fichait du fait que ce soit additif. Non, on ne s'en fiche pas parce que c'est ce qu'on a utilisé ici. Quand on écrit delta U égale la somme des delta U des deux morceaux, on utilise la propriété d'additivité. Alors, on traduit le fait qu'on est ici dans un système calorigé, il n'y a pas de transfert thermique. Donc, Q égale 0. C'est des phases condensées, donc W égale 0. Le premier principe s'écrit delta U égale 0. Et donc, on va traduire chacun des trois termes.
C'est ce que vous avez ici. À partir de là, on peut isoler la température finale du système et on trouve une température qui est de moins 20 degrés. Et là, on se dit, j'ai dû bugger quelque part. C'est pas possible d'avoir une température qui est plus basse que celle de l'eau chaude du départ. Et de toute façon, c'est impossible d'avoir une température inférieure à la température de fusion. Donc même si on avait fait la mauvaise hypothèse au départ, à ce moment-là, on s'en aperçoit. Du coup, la bonne hypothèse, c'est la deuxième. On connaît donc la température finale, c'est imposé par le changement d'état, par l'équilibre entre les deux phases. Ce sera 0 degré Celsius. Et il faut donc déterminer la composition du système. Donc, qui était au départ liquide reste liquide. Et pour déterminer la composition du système, il faut déterminer la masse qui a fondu. Donc la masse petit m, je la décompose en deux morceaux. La masse de solide M indice S, c'est pour solide le S, c'est la glace qui reste. Du coup, ce morceau-là, il lui est rien arrivé. Et une masse qui a fondu, qui est devenue du liquide, qui est donc M moins MS. M moins MS, c'est la conservation de la matière. Du coup, on reprend ce qu'on avait mis précédemment, l'équation petit 1. On a toujours delta U égale la somme de deux termes. Mais on peut supprimer le terme de changement de température. On supprime en fait ce terme-là. Et on remplace le petit r ici par uniquement la masse qui a changé d'état, donc la masse qui a fondu. C'est ce que vous avez ici. Et là, l'inconnu, c'est uniquement, alors au choix, vous pouvez faire l'équation soit avec la masse de glace qui a fondu, soit la masse de glace qui reste, mais vous pouvez en déduire la composition du système. Donc on s'aperçoit que, comme prévu, on n'a qu'une partie de la glace qui a fondu dans l'opération. D'accord? Donc cette première question, ça fait appel au cours sur les changements d'état et sur l'énergie interne. Deuxièmement, on s'intéresse à l'entropie. Donc on va avoir à détailler les variations d'entropie de chacun des morceaux. Pour l'eau qui initialement était à l'état liquide, c'est juste un changement de température. Donc changement de température, c'est ce qu'on a déjà vu. Donc on ne le détaille pas. Là, je vous ai mis directement la formule. Je vous ai mis directement la formule avec le ln. Et je vous rappelle qu'en exercice, vous ne devez pas la parachuter d'entrée, vous devez l'établir. Enfin là, c'est l'exercice 4 et on s'est servi de ce type de formule dans les 3 exercices précédents. Donc c'est un parachutage pour l'exercice 4, mais vous devez l'établir proprement quand c'est la première fois que vous le faites. Donc application numérique, on a une valeur effectivement négative, c'est normal puisque c'est de l'eau liquide qui est refroidie. Donc on a une diminution d'entropie, l'ordre augmente. Pour le petit b, la masse petit m, le terme c'est du changement d'état. Et on a uniquement une masse m moins ms qui change d'état. Donc dans ce cas-là, la variation d'entropie, c'est la masse qui change d'état fois la chaleur latente divisée par la température du changement d'état. Attention à mettre en Kelvin cette fois. Donc on va trouver une variation d'entropie positive, c'est normal parce que dans ce sens-là, c'est une fusion, on va avoir une augmentation de désordre. Donc on a logiquement une variation d'entropie positive pour la masse petit m. Ensuite, pour le total, la variation d'entropie du système, c'est la somme des deux précédents, et c'est égal à l'entropie échangée plus l'entropie créée. L'entropie échangée, comme globalement c'est adiabatique, ça vaut 0. Du coup, la variation globale d'entropie, c'est l'entropie créée. Et donc, si on fait l'application numérique, on vérifie qu'on a une création d'entropie qui est bien positive. Donc, c'est bien une transformation irréversible. Tout va bien? Alors, je vous ferai passer, comme sur le premier principe, un complément, donc un problème supplémentaire sur des calculs d'entropie, ce que j'ai dû donner en devoir l'an dernier. Comme c'est tout prêt, je vous le servirai. Alors, concernant le premier principe, alors pendant que je parle, je vais essayer de repasser. Donc, on va prendre ensuite le cours, si ça veut bien s'afficher. Donc, le cours sur les machines thermiques. Donc, pendant que ça veut bien s'afficher, si ça veut s'afficher. Non, ça ne veut pas s'afficher. Ah ouais, je sens venir la déconnexion. Voilà.
pas. On peut discuter un petit peu du quiz sur le transfert, sur le premier principe. Donc déjà sur le nombre d'entre vous qui m'ont fait le quiz, j'en ai compté 28. Sur Google, il n'y en a que 28. C'est un peu dommage, hein, si je vous l'ai mis, c'est pour vous entraîner. Si vous le faites pas, c'est peut-être pas la peine que je me fatigue à faire des quiz, hein. Et sur les 28 qui ont fait le quiz, la moyenne était de... Hop, attendez, je retrouve la moyenne. J'ai perdu la moyenne. Où est-elle la moyenne? C'était une très bonne moyenne à 3,6 sur 5. C'était des questions sans doute trop faciles. Il n'y a pas beaucoup de questions qui ont posé problème, c'était juste des histoires de signes. Donc ceux qui ne l'ont pas fait, allez le faire, hein, il est toujours disponible et ça vous permet de vous situer. Je vous ai mis un quiz sur l'entropie. Pareil, c'est des questions assez basiques, mais ça vous permet de vérifier que vous avez bien les bases pour pouvoir faire le reste. Alors, pendant ce temps, c'est presque affiché. Donc, je vous avais dit de regarder en autonomie la partie qui restait sur les récepteurs. Non, il met du temps à s'afficher. En plus, c'est un document qui est assez long et du coup, le temps qu'il charge. On va tenter. Ça y est. Donc on s'en était arrêté la dernière fois sur le frigo. Alors, sur cette diapo, la page 15, c'est la peine que je revienne ou vous avez tout compris en regardant en autonomie, dites-moi. Est-ce qu'il y en a qui veulent que je revienne dessus? Sur la pompe à chaleur. Une fois, deux fois. Bah écoutez, si vous voulez pas que je revienne dessus, on ne revient pas dessus. Donc, ce qu'il faut retenir... Ah bah voilà, il faut bien revenir dessus. Alors, pour la pompe à chaleur, il faut déjà comprendre ce que c'est la pompe à chaleur. J'ai mis que la source froide, non, c'est l'extérieur de l'habitation. Voilà. C'était le copier-coller du frigo, je pense. Hein. Pareil, la source chaude, c'est l'intérieur de l'habitation. Donc, c'est pas forcément une cuisine, hein, c'est une maison. Et donc, effectivement, il faut corriger. C'est bien parce que comme ça, vous me corrigez mes documents. En même temps, je l'ai fait assez vite quand même. Donc, la source froide, c'est pas l'intérieur de l'habitation, c'est l'extérieur. C'est l'air extérieur qui est la source froide dehors. Alors, oui, je peux revenir dessus. En plus, je suis en plein dessus. Hein. Donc, c'est un système de chauffage. Donc, ce n'est pas forcément un système qui est extrêmement répandu. Et c'est un système qui fonctionne sur le principe du frigo. Sauf que ce n'est pas les mêmes attributions des sources. Donc, ça sert à chauffer une habitation. Ça veut dire qu'il fait froid dehors. La source froide, c'est l'extérieur. La source chaude, c'est l'intérieur. La source froide... Non, c'est pas... excusez-moi, je gomme ce que je viens d'écrire. J'ai mis 2 fois la source froide. C'est la source chaude, en fait. Vous remplacez juste le froid par chaud. Ça y est, ça rebug. C'est la source chaude ici. Donc la source chaude, c'est l'intérieur de l'habitation. Voilà, corrigé dans ce sens-là. Donc c'est le même schéma de principe que le frigo et le climatiseur, hein sauf que ce n'est pas le même objectif. Dans ce cas-là, on cherche à chauffer. Et on ne cherche pas à prélever de la chaleur à la source froide. Excusez-moi. Donc, on va définir une efficacité, comme pour les frigos. L'efficacité, c'est toujours le rapport entre l'énergie utile et l'énergie dépensée. Pour tous les récepteurs, l'énergie dépensée, c'est la dépense mécanique au niveau du moteur. Donc, c'est W qui est dépensée. Et ici, ce qui change par rapport au frigo, c'est que l'énergie utile, c'est l'énergie qui va être fournie à la source chaude. Donc, fournie à la source chaude, ici, il y a un signe qui... C'est bon. L'énergie qui est fournie à la source chaude, c'est moins Q1. Pourquoi un signe moins? Parce que par convention, le terme Q1, c'est ce qui va de la source chaude vers le système. Et l'énergie intéressante, c'est ce qui va du système vers la source chaude.
On fait la même manœuvre qui a été faite pour le rendement et pour l'efficacité frigorifique, c'est-à-dire qu'on exprime ce coefficient d'abord avec les transferts thermiques. Donc, on remplace W par moins Q1, moins Q2 par le premier principe, et ici, vous avez une expression avec uniquement les transferts thermiques. Et l'étape suivante, ça va être d'exprimer ce coefficient en utilisant l'inégalité de Clausius, en faisant intervenir les températures. Donc, je ne vais pas revenir dessus beaucoup. Vous devez savoir le refaire parce que c'est souvent demandé. Vous faites apparaître le rapport des transferts thermiques. Donc, on divise tout par Q1 pour faire apparaître le rapport Q2 sur Q1. Et ensuite, vous faites apparaître ce rapport dans l'inégalité de Clausius. Dans l'inégalité de Clausius, attention aux signes, parce que vous avez ici quand même... J'ai dit que je ne revenais pas dessus, mais si, en fait, je suis en train de revenir dessus. Vous avez ici dans l'inégalité de Clausius un inférieur ou égal qui devient un supérieur ou égal. Mais pourquoi donc? Parce que ici, on a divisé par Q1, et Q1, c'est négatif. Donc, on change le signe de l'inégalité. Ensuite, on fait apparaître ce qui est au dénominateur de C, et on inverse. Et du coup, on va avoir une valeur maximale de l'efficacité qui serait obtenue pour un cycle réversible, et qui serait donc un petit peu similaire à ce qu'on avait pour le frigo, sauf que ici, au numérateur, vous avez T1, pour le frigo, c'était T2. C'est normal, c'est parce que ce n'est pas la même définition de l'efficacité. Donc cette efficacité maximale, elle est obtenue uniquement si ça fonctionne réversiblement. Et je vous ai fait une application numérique en dessous, sur la page 16. L'application numérique, je l'ai fait de façon consciente avec les mêmes températures que pour le frigo, c'est-à-dire T2 égale 5 degrés et T1 égale 20 degrés. Ça permet de comparer le fonctionnement en frigo et le fonctionnement en pompe à chaleur. Et ce qu'on peut retenir, c'est qu'au numérateur, ici, on a T1, et ça veut dire qu'on a une efficacité maximale supérieure en pompe à chaleur qu'en frigo. Donc, on fait toujours plus de chaud qu'on ne fait, entre guillemets, de froid. Ça, en valeur absolue, Q1 est toujours supérieur à la valeur absolue de Q2. Petit commentaire sur la pompe à chaleur. Alors déjà, l'efficacité réelle, elle n'est pas de 19, hein, elle est bien inférieure, mais elle reste quand même bien supérieure à 1. Et c'est ce qui fait l'intérêt des pompes à chaleur. Avec un chauffage normal, si vous avez des radiateurs, peu importe, hein, au fioul ou radiateur électrique, avec un chauffage normal, si vous voulez avoir 1 joule dans votre maison, vous devez dépenser 1 joule en brûlant du fioul ou en électricité. Avec une pompe à chaleur, si on a une efficacité, mettons, de 4, ça veut dire que si vous dépensez 1 joule d'électricité, vous allez envoyer 4 joules dans votre logement. Donc, on envoie plus de chaud que ce qu'on dépense. Donc, ça veut dire que pour une efficacité de 4, on consommera 4 fois moins d'énergie qu'avec un chauffage classique. Et c'est pour ça que ça s'appelle une pompe à chaleur. D'où vient la chaleur qui manque, la chaleur qui est en plus? C'est de la chaleur qui est prélevée dehors. C'est-à-dire qu'on arrive à prendre de l'énergie thermique dehors, là où il fait froid, et à l'amener à l'intérieur de la maison par ce système. Dans tous les cas, cette chaleur va revenir à l'atmosphère à terme, hein. Tout ce qu'on amène en chauffage dans une maison finira dehors par les pertes thermiques. Donc, de toute façon, tout le chauffage qu'on met dans une maison reviendra dehors à la fin. Donc, on pompe provisoirement de l'énergie dehors et on la rendra après. Ce qu'on peut commenter aussi, c'est que les efficacités d'une machine en frigorifique et en pompe à chaleur ne sont pas les mêmes. Il y a en particulier des pompes à chaleur dites réversibles qui fonctionnent l'hiver en pompe à chaleur et l'été en climatiseur. Eh bien, elles fonctionnent mieux en pompe à chaleur qu'en climatiseur, pour la même différence de température. Alors, question qui était posée ici. Si vous avez très chaud l'été et que vous avez un frigo dans votre cuisine, il y en a qui peuvent se dire, bah, si je veux avoir frais, si je veux être au frais, j'ai qu'à laisser la porte de mon frigo ouverte. Est-ce que c'est une bonne idée à votre avis? Et pourquoi ce serait une mauvaise idée si ce n'était pas une bonne idée?
Si on laisse la porte du frigo ouverte, est-ce que le frigo va fonctionner plus? Alors, Axel dit, il va faire plus de chaud. Oui, donc effectivement, Alix aussi. Donc, il va faire plus de chaud. Dans tous les cas, vous avez Q1. Alors, Q1, dans tous les cas, va être supérieur à Q2. Quels que soient les signes de ces deux trucs-là. Donc, on va toujours envoyer plus de chaud dans la cuisine que ce qu'on enlève du frigo. Donc, si on laisse la porte du frigo ouverte, effectivement, le moteur va se mettre en route, mais on va chauffer la cuisine et pas la refroidir. Et en plus, ça va coûter cher, donc ça n'a aucun intérêt. Où est-ce que ça chauffe? C'est à l'arrière du frigo. Je ne sais pas si vous avez déjà regardé à l'arrière du frigo, il y a des tuyaux qu'on appelle un échangeur thermique, et c'est là que ça chauffe. Et donc, ça va chauffer plus à l'arrière du frigo que ça va refroidir du côté de la porte. Donc, si vous voulez refroidir votre cuisine avec un frigo, le plus simple, c'est de prendre votre frigo, vous le mettez sur la fenêtre avec l'arrière du frigo dehors et vous ouvrez la porte. Et dans ce cas-là, ça ne s'appelle pas un frigo, ça s'appelle comment? Si on met un frigo avec l'arrière du frigo orienté dans la rue. Oui, merci Alexis, ça s'appelle effectivement un climatiseur qui fonctionne là-dessus. C'est exactement comme un frigo. Non, ce n'est pas tout à fait les mêmes dimensions. Mais c'est quand l'échange thermique du côté chaud se fait ailleurs que dans la maison. Alors, question Chloé, pour l'exemple précédent, on utilise des températures en Kelvin. Pour l'efficacité, oui. Dans l'efficacité au numérateur, vous avez une température et au dénominateur une différence. Donc, la réponse détaillée, c'est oui pour le numérateur et comme vous voulez pour le dénominateur. Si vous ne savez pas, dans le doute, prenez des Kelvin. Là, dans l'application numérique que j'ai faite ici, effectivement, au dénominateur, j'ai laissé 20-5. Et vous pouvez ajouter et enlever 273, ça ne changera rien. Alors. Donc, bon, vous voulez que je revienne là-dessus parce que c'était du blabla? On revient rapidement? Bon, ça devrait aller. Juste le terme échangeur thermique que vous avez ici. Donc, c'est un vrai fluide qui circule dans ce type de récepteur. Donc, c'est un fluide qui peut changer d'état, enfin, qui change d'état souvent. Et le terme échangeur thermique, c'est un terme important. C'est un système de tuyauterie dans lequel le fluide circule. C'est des tuyaux métalliques et il faut que ces tuyaux aient une grande surface pour avoir un maximum d'échange thermique. Et donc, on fait circuler ce que vous avez à l'arrière du frigo, et vous l'avez aussi à l'intérieur du frigo, c'est des échangeurs thermiques. Donc, c'est en pratique de la tuyauterie avec une grande surface. Plus la surface est importante et plus le tuyau est conducteur, plus on favorise l'échange thermique. Donc, on veut favoriser les échanges thermiques aussi bien Q1 que Q2. Et donc, j'ai noté que quand même les fluides frigorifiques qui circulent dans les frigos, les climatiseurs et les pompes à chaleur, c'est pas les plus sympathiques, ils sont très polluants, donc ça nécessite un recyclage en fin de vie de l'appareil. Et il y a aussi un petit topo sur l'eau atmosphérique qui se condense. Voilà. Donc, vous avez tous déjà vu qu'il y a du givre qui se forme dans les congélateurs. Ça, c'est parce qu'on va avoir une température inférieure à 0 et on va avoir une formation de givre généralement sur les parois de l'échangeur, ce qui est embêtant parce que c'est un isolant thermique, le givre. Et du coup, il faut l'enlever parce que du givre sur l'échangeur, ça gêne les échanges. C'est pour ça qu'il faut dégivrer régulièrement son congélateur. Pour les frigos, c'est un peu la même idée, sauf que c'est souvent un dégivrage automatique, sauf si vous avez un frigo vraiment premier prix. Mais en général, le dégivrage est automatique dans les frigos. Et c'est utile pour éviter pour avoir un bon échange thermique. Voilà. Petit schéma que vous avez ici, c'est pour le principe général du fonctionnement d'un récepteur. Donc, ça marche avec tous les récepteurs. Vous avez un côté chaud, un côté froid, avec les codes de couleur adéquates. Et vous avez le fluide qui circule avec généralement 4 étapes. Donc, la partie où on a besoin de dépenser de l'énergie, c'est ici. C'est le compresseur qui va fournir de l'énergie. Généralement, c'est de l'énergie électrique. C'est un moteur électrique. Donc, ça va permettre au fluide de circuler.
Et la plupart du temps, on va avoir des changements d'état du fluide, parce que c'est ce qui permet d'avoir le plus d'échanges thermiques. Il y a beaucoup d'échanges thermiques lors d'un changement d'état. Donc on va avoir alternativement un passage de l'état liquide à l'état gaz, puis de gaz à liquide, etc. Donc l'objectif, c'est que le fluide prélève de l'énergie dans la source froide, et pour ça, il faut que le changement d'état soit dans le sens vaporisation ici. Donc ici, on va avoir du liquide qui devient du gaz. Oula, je crois que je vais arrêter d'écrire. Hop. Du côté bleu, le liquide, il devient un gaz dans un évaporateur. Ça va prélever de façon très efficace l'énergie à la source froide. Donc, ce qui arrive dans l'évaporateur, c'est un liquide, et ce qui en sort, c'est essentiellement de la vapeur. Et on a exactement le changement d'état en sens inverse du côté de la source chaude. Cette fois-ci, on va obliger le liquide la vapeur, pardon, à redevenir liquide. Et ça va libérer de l'énergie thermique qui sera fournie dans la source chaude. Donc l'idée, c'est d'obliger le fluide à changer d'état au bon endroit. Et pour l'obliger à changer d'état, c'est un système de compression détente. Donc c'est le moteur qui sert à ça. En dessous, vous avez suivant l'appareil où se situe la source froide et la source chaude. Donc tous les récepteurs fonctionnent sur ce modèle-là. Est-ce que vous avez des questions sur ce chapitre? Alors, en conclusion, que je n'ai pas écrite. Donc, la conclusion, c'est que déjà sur les moteurs, tous les moteurs ne sont pas des moteurs thermiques. Vous avez des moteurs électriques déjà. Les voitures électriques fonctionnent avec des moteurs électriques, et pour l'essentiel, les industries fonctionnent avec des moteurs électriques. Donc, les gros moteurs des machines industrielles, c'est généralement des moteurs électriques. C'est beaucoup plus simple à utiliser, il n'y a pas besoin de mettre du carburant. Donc, au niveau industriel, c'est plus souvent des moteurs électriques. Et donc, vous avez également les voitures électriques qui fonctionnent avec des moteurs électriques. Et vous avez également des moteurs électriques. Celui qui fournit ici le travail W dans le moteur, c'est un moteur électrique. Donc, c'est très répandu, les moteurs électriques. Le moteur électrique a un rendement bien meilleur que le moteur thermique. On est autour de 80% pour un moteur électrique. Alors que pour un moteur thermique, on est limité par les températures. C'est le rendement de Carnot qui donne le maximum. Et en pratique, on est en dessous. Vous avez également des moteurs. Vous êtes des moteurs. Du moment que vous utilisez vos muscles, le muscle, c'est un outil qui permet de donner du travail. Vous dépensez de l'énergie mécanique quand vous vous agitez. Je crois que vous agitez peut-être pas forcément trop en ce moment, mais je vous assure que ça fonctionne. Donc, les muscles fonctionnent comme des moteurs, tous les muscles. Attention, ça ne rentre pas dans le cadre des machines thermiques, parce que vous avez un apport d'énergie qui vous permet de faire bouger vos muscles, et qui viendrait d'où? Qu'est-ce qui apporte de l'énergie à vos petits muscles pour qu'ils fonctionnent bien? Drôle de question, ça. Oui, c'est donc c'est le métabolisme qui va permettre de fournir l'énergie au corps pour déjà maintenir la température à 37 degrés, pour être effectivement dans un milieu isotherme. Et vous allez également avoir toute l'énergie nécessaire à votre agitation plus ou moins importante. Donc attention, il ne faut pas généraliser. Les moteurs, donc le muscle n'est pas un moteur thermique dans le sens où il n'y a pas deux sources de chaleur. Mais il y a d'autres termes d'énergie que les termes qu'on a vus dans le premier principe ici. Le premier principe dans ce chapitre, c'était limité à 2 échanges thermiques avec 2 sources et un travail W. Si vous avez un apport d'énergie via l'alimentation, c'est de l'énergie chimique. C'est en détruisant les petits aliments qu'on va extraire de l'énergie de l'alimentation. Donc ça ne rentre pas dans le cadre des moteurs, des machines monothermes ou dithermes. Voilà. J'aurais voulu faire le point sur les voitures électriques, justement, puisque c'est un sujet récurrent. Donc, un petit point sur les moteurs électriques. Les moteurs électriques, pour les applications industrielles, je vous ai dit, c'est un gros rendement. C'est un rendement de l'ordre de 80%. Maintenant, dans le cas général pour les voitures, on va essayer de faire ce qu'on appelle une chaîne d'énergie. Donc, l'intérêt, c'est de voir que quand on a plusieurs éléments en cascade, on a une chaîne énergétique,
Et l'objectif ici, c'est de voir comment faire un calcul de rendement global sur toute une chaîne. Donc, si vous avez un moteur électrique, sur le moteur électrique, on va prendre toute la chaîne qui a conduit à un moteur électrique sur une voiture. La première étape, ça va être la production d'énergie électrique, donc production d'électricité. Donc, production d'électricité. C'est pas très pratique ce truc, hein. Donc, on va avoir une partie production d'électricité. Ensuite, cette électricité, elle est produite dans une centrale et elle va être transportée. Elle va être transportée et elle va aussi être transformée. Transformation, ça veut dire qu'on change la tension. Donc, transformation de l'électricité. Ensuite, on va avoir une partie là qui se fait à la maison où on va charger des batteries, donc le chargement des batteries. Et on va ensuite avoir la partie utilisation, donc le moteur électrique de la voiture. Donc chacun de ces termes, il va s'accompagner d'un certain rendement. Donc là, dans le chapitre, on a évalué un rendement pour un élément. Vous avez assez souvent des chaînes de rendement. J'ai oublié d'appuyer sur Entrée. Donc vous avez comme ça des chaînes énergétiques que vous avez dans l'exercice que j'ai fait passer. Il y a une chaîne énergétique, alors qui n'est pas du tout pour le moteur électrique de voiture, mais c'est assez général. Vous avez des éléments en cascade, chacun d'eux avec son petit rendement. Donc si on regarde chaque élément. Ah, alors je ne peux pas. Alors si j'efface, je crois que je vais tout effacer. Donc tant pis, je vais laisser la déco. Voilà, je voulais juste entourer chaque morceau. Et on va regarder les rendements possibles pour chacun. Donc, pour passer de là à là. C'est embêtant de ne pas pouvoir effacer ce truc-là, hein. Donc, ouais, ça. La production d'électricité se fait elle-même avec un certain rendement. Donc, on va les appeler R1, R2, R3 et R4. Donc, chaque élément va se faire avec... Merci, quelqu'un m'a déplacé le morceau, c'était une très bonne idée. Mais vous m'avez déplacé mon cercle en même temps. Ah bah ça y est, ça recommence. Alors, hop. Alors zut, j'avais fait un beau dessin et il est devenu tout moche. Bon, et si j'efface tout. Donc, je vous donne juste des valeurs pour les différents rendements. Le rendement du moteur électrique, c'est le rapport entre l'énergie mécanique qu'on va extraire du moteur électrique divisé par l'énergie dépensée. Donc, le rendement R4, ici, on est autour de 80%. C'est un excellent rendement, hein. Le moteur électrique, c'est un rendement bien meilleur que le moteur thermique. Pour la partie chargement de batterie, on va avoir un chargement qui ne va pas être à 100%. Les batteries, elles chauffent. Ça reste un rendement important qui est autour de 90%. Donc 90% pour l'étape chargement de la batterie. Pour la partie transport et transformation, l'énergie qui est acheminée jusqu'à votre maison, ce n'est pas exactement l'énergie qui est sortie de la centrale. On a un rendement R2 qui va être autour de... Il y a à peu près entre 7 et 15% de l'énergie qui va être perdue en route. Ça va être perdu en route par effet Joule dans les lignes électriques et par effet Joule aussi dans les transformations. Donc on va perdre en gros 7 à 15% de l'énergie. En gros, on va avoir R2 qui est autour de 90% aussi. Et ensuite, tout dépend du rendement R1 de la centrale. Donc, les productions d'électricité, il y en a de plusieurs types. S'il s'agit d'une centrale thermique, par exemple fioul ou charbon, on va se retrouver avec un moteur thermique du type Carnot. Et le rendement maximal va être de 40% si on a un transfert. Ah ben non, je prononce à écrire. Donc R1, ce serait
au maximum 40% si c'est une production qui se fait par le gaz, le charbon, tout ce qui est combustion. Pour les centrales nucléaires, c'est à peu près pareil, puisque ça fonctionne comme un moteur. On va chauffer une source chaude pour extraire du travail. Donc le rendement au niveau de la production d'électricité, c'est le point faible de toute la chaîne. Et ensuite, le rendement global de la voiture électrique, ce serait le produit R1 fois R2 fois R3 fois R4. Donc quand on regarde le rendement du moteur, l'idée générale, c'est qu'il ne faut pas garder que le rendement du moteur électrique qui est effectivement bien supérieur au moteur thermique. Il faut envisager toute la chaîne énergétique et pas seulement la dernière étape. Donc si on prend un R1 autour de 40%, si vous faites le produit R1, R2, R3, R4, vous allez retrouver un rendement un rendement global qui va être autour de ce qu'on a pour un moteur thermique direct sur une voiture, sachant qu'il n'y a pas les problèmes il faut attendre que le moteur soit chaud pour qu'il soit efficace. Donc on va avoir un rendement global qui va être du même ordre de grandeur que si on brûle directement l'énergie, le carburant dans la voiture. Vous pouvez pas, moi quand j'entends dire que les voitures électriques c'est des voitures propres, ça me fait un petit peu hurler parce que je vois pas où est-ce que c'est propre de produire de l'énergie à un endroit pour la dépenser ailleurs. Et je vous ai dit, l'énergie propre, ça n'existe pas. Si, il y a l'énergie solaire et puis l'hydraulique, mais bon, pour l'instant, il faut quand même voir comment est fabriquée l'énergie. Elle n'est pas propre. L'intérêt majeur de la voiture électrique, ça reste qu'elle ne pollue pas à l'endroit où elle fonctionne et elle n'émet pas de CO2 à l'endroit où elle fonctionne. Donc effectivement, en ville, ça ne produit pas de gaz d'échappement. Donc de ce point de vue-là, effectivement, en fonctionnement, elle fonctionne proprement à l'endroit où elle fonctionne. Mais ça ne permet pas d'économiser de l'énergie. C'est de l'énergie qu'on va pas avoir en brûlant du carburant dans la voiture, mais il faudra la dépenser à un moment en produisant l'électricité, puis en la transportant et en chargeant la batterie. Donc, ne soyez pas naïfs sur la voiture électrique, s'il vous plaît. Je dis, c'est très bien les voitures électriques. En ville, c'est parfait pour les petits trajets. Donc, en urbain, on va avoir justement un bon intérêt, puisqu'en cycle urbain, la voiture thermique, elle a un très mauvais rendement si on fait des petits trajets, alors que la voiture électrique, elle est bien adaptée pour les petits trajets en ville. Donc, je ne fais pas que critiquer la voiture électrique. Ça va pour les rendements? Donc, surtout, voir la chaîne globale et pas juste un petit morceau. Et ce qu'il faut retenir, c'est que quand on a plusieurs étapes, on a un rendement global qui est le produit des rendements. Là, le rendement global, c'est R1 fois R2 fois R3 fois R4. Donc, plus on a d'étapes, plus on va diminuer le rendement global de l'opération. Voilà. Avez-vous des questions là-dessus? Et finalement, ça avait mal commencé, mais finalement, ça s'est bien passé après. J'étais très pessimiste quand j'ai vu qu'on avait du mal à se connecter, mais non, ça fonctionne. Si jamais ça arrive un autre jour où on n'arrive pas à se connecter, à ce moment-là, on pourra éventuellement basculer sur Discord. Ça pourra faire l'affaire. Alors, des questions là-dessus sur les machines thermiques? Donc, ce qu'il faut retenir surtout, c'est le savoir-faire. C'est-à-dire que pour l'essentiel, les exercices sur les machines thermiques, vous commencez par reprendre tout ce qui a été vu en cours. C'est-à-dire d'écrire déjà le cycle, bien identifier le signe de chaque terme, le terme transfert thermique, le terme travail. Et ensuite, généralement, vous n'y coupez pas. Vous avez la définition du rendement ou de l'efficacité selon les cas. Et vous avez la valeur maximale du rendement ou de l'efficacité selon les cas. Donc, vraiment, les premières parties, il faut identifier les termes dans un schéma qui peut être relativement complexe. Généralement, on vous sort tout un tas de trucs de machinerie avec le fonctionnement de la machine, mais il faut faire du tri là-dedans, identifier, chercher la source froide, la source chaude, l'efficacité. Donc, vous vous raccrochez à ce que vous avez vu en cours, mais vous n'avez pas besoin d'apprendre par cœur les résultats. Il faut juste savoir les retrouver. Et il faudrait aussi retenir le nom de M. Carnot, puisque c'est quand même lui qui sert de modèle pour toute la partie thermodynamique. En fait, on avait fini de comprendre tout sur les moteurs à la fin du 19e siècle. Les moteurs thermiques, on savait à peu près tout dessus. Après, on a juste optimisé. Mais c'était vraiment assez ancien. Alors, pour la suite,
Donc, je vous ai fait passer hier un document de cours sur la cinématique. Donc, là, on a terminé la partie thermodynamique. Donc, il nous reste à voir la feuille d'exercice et je vous distribuerai quelques exercices supplémentaires. Donc, cette grande partie, elle est terminée et on va attaquer la partie mécanique du point. Alors, on fera comme on peut pour le faire à distance parce que c'est des histoires de force, c'est un peu compliqué à décrire de loin, mais on va se débrouiller. Et c'est une partie qui est relativement calculatoire, on va dire, avec des choses horribles comme des vecteurs. Donc, on passera un petit peu de temps dessus pour décomposer les vecteurs. Si vous ne savez pas quoi faire, vous pouvez déjà regarder tous les systèmes de coordonnées et vous pouvez commencer à regarder le document de cours sur la cinématique que je vous ai fait passer. La partie grand A, c'est du blabla sur les référentiels, etc. Donc ça, vous pouvez déjà commencer à le voir tout seul. Pour la partie un peu plus technique, dès que vous voyez apparaître des vecteurs, il vaut mieux qu'on en reparle ensemble. Voilà, et bien écoutez, si vous n'avez pas de questions, on va pouvoir s'arrêter là. Des questions? Bon, je reste en ligne comme d'habitude un petit peu, et puis je vous souhaite un bon appétit, et à demain, peut-être. Au revoir.